Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, nous allons analyser l'allocution d'Emmanuel Macron, sur la menace russe. Commentez, likez, partagez pour nous soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors avant de commencer, je tiens juste à dire quelque chose. Je ne sais pas si je pourrai garder toutes les parties de cette allocution ou si on ne gardera que des choses pertinentes. Cependant, on va se livrer à l'exercice et vous verrez à la fin. C'est parti. Françaises, Français, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir en raison de la situation internationale et de ses conséquences pour notre pays et pour l'Europe. Bon, d'entrée de jeu, au moins on sait. D'entrée de jeu, il ne vient pas ici pour parler de la France, de la situation de la France, de la pauvreté de la France, des difficultés des Français. Il vient ici pour parler de la situation internationale. Pourquoi il vient parler de la situation internationale? Parce que c'est le seul endroit où en France, il a la primauté. Il n'y a aucun autre ministre, aucune autre personne, aucun autre politicien qui peut représenter la France à part lui. Et donc c'est le seul endroit où il peut légitimement encore se vanter d'être le chef ou le seul représentant de la France. Et donc ça lui permet de redorer son image de président de la France. Parce qu'en France, plus personne ne le considère comme président. Il a foutu le pays en l'air. Et donc maintenant, plutôt que de faire de la politique pour les Français, il veut faire de la politique pour la France. Et ce qu'il cherche à viser, c'est à partir de sa base, des 20% de Français qui ont toujours été avec lui, de faire peur aux vieux, comme quoi la France est sous menace, et ces vieux-là vont le conforter dans l'idée que c'est le chef de la France. Ainsi, il pourra venir derrière, comme c'est déjà le cas en ce moment en France, venir dire que ce qu'il fait, ça marche. Il est perçu comme le président des Français, il est perçu comme celui qui s'inquiète pour les Français. Alors qu'il fait peur aux vieux, il ravive des vieux souvenirs des plus vieux Français parce que les jeunes Français, ne perçoivent pas ce qu'il dit de la même manière et surtout ont une très mauvaise opinion de lui. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, voilà. Mais ce qu'il ne dit pas, ce qu'il ne conçoit pas, c'est qu'au niveau du droit international, au niveau de tout ce qui est géopoliticien, géostratégiste, tous ceux qui regardent, tous ceux qui s'intéressent à l'actualité internationale savent bien et ont bien compris que la France est devenue le pays le moins crédible en matière de diplomatie et de relations internationales. Ils vont de camoufler en camoufler. Toutes les initiatives qu'il a prises ont été une occasion de se moquer de la France. Mais bon, écoutons le discours. Et cela après plusieurs semaines d'action diplomatique. Vous êtes en effet, je le sais, légitimement inquiet devant les événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial. La guerre en Ukraine, qui a entraîné près d'1 million de morts et de blessés, continue avec la même... En tout cas, au moins maintenant nous savons, ils ont nié pendant longtemps. Il y a encore un an, il n'y avait même pas 100 millions de morts et de blessés en Ukraine. Soudainement, c'est devenu officiel depuis que Trump a lâché le morceau qu'on est à des millions de morts ou des millions de blessés. C'est devenu, il y a plus d'1 million de victimes dans ce conflit. Quand on sait les rapports d'artillerie à artillerie, les millions de blessés sont de quel côté? Ou le plus de morts sont de quel côté? Quand on pense que Zelensky déclarait encore il y a quelques semaines, ou il y a un an, que l'Ukraine comptait à peine 40 000 morts dans ce conflit. Intensité. Les États-Unis d'Amérique, notre allié, ont changé
leur position sur cette guerre, soutiennent moins l'Ukraine et laissent planer le doute sur la suite. Dans le même temps, les mêmes États-Unis d'Amérique entendent imposer des tarifs douaniers aux produits venant d'Europe. Enfin, le monde continue d'être sans cesse plus brutal et la menace terroriste ne faiblit pas. Donc, l'Amérique est devenue un problème puisqu'elle n'est plus alignée avec nous, ou en tout cas elle nous lâche. Il semble peur, enfin, il ne semble pas, enfin, il ne dit pas ce qu'il en est réellement des rapports des Américains avec les Européens, parce que les Américains, eux, ne laissent pas tomber l'Europe, sont en train de laisser tomber, ou en tout cas sont en train de se détacher de l'élite européenne, des Macron et des gens comme ça. Voilà pourquoi ils ne s'attaquent pas aux États-Unis, parce qu'eux, ils ont les moyens d'influencer la population française, de se faire écouter. Ils ne peuvent pas bloquer le discours des Américains comme ils peuvent bloquer les discours de Poutine ou d'ailleurs. Et après, ils viennent vous agiter la menace terroriste. Là, depuis, depuis Hollande, depuis le Bataclan, la France a fait son travail. Elle évite qu'il y ait une menace terroriste sur son pays. Sans doute, elle a des succès dans cela. Mais concrètement, les Français se sentent-ils plus en danger du terrorisme qu'ailleurs? Je ne pense pas. Au total, notre prospérité et notre sécurité sont devenues plus incertaines. Et il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle ère. La guerre en Ukraine dure maintenant depuis plus de 3 ans. Et il y a un journaliste qui a retenu, depuis l'élection de Macron, à chaque fois qu'il parle, à chaque fois qu'il fait une allocution, il dit que nous rentrons dans une nouvelle ère. Retenez ça. Nous avons, dès le premier jour, décidé de soutenir l'Ukraine et de sanctionner la Russie. Et nous avons bien fait. Car c'est non seulement le peuple ukrainien qui lutte avec courage pour sa liberté, mais c'est aussi notre sécurité qui est menacée. Ah. Et ici, il montre le parti pris des Européens. Après, ce n'est qu'un mensonge, c'est une vaste fumisterie. Nous savons qu'ils ont tous, même s'ils font semblant d'être surpris que la Russie ait attaqué l'Ukraine en février 2022, nous savons que les travaux d'un géopoliticien américain avaient montré que si jamais la menace de l'extension de l'OTAN continuait du côté aux frontières de la Russie sera nécessairement obligée d'agir avant avant février 2022. Ça, c'est sûr. Le monsieur, il avait dit 5 ans, je crois, ou plusieurs années avant le début de cette guerre, à cause de la démographie de la Russie. Nous savons que eux, ils pensaient que les Russes n'avaient pas assez d'argent et leur armée n'était pas assez bien équipée, de façon à ce que s'ils provoquent la Russie et que la Russie tombe dans le piège, après ils vont frapper la Russie avec les sanctions, ce qui va poser d'énormes difficultés à l'économie russe, à la population russe, provoquera peut-être un changement de régime, asséchera l'armée parce qu'elle n'aura plus les moyens de faire la guerre et du coup favorisera la rentrée de l'OTAN au minimum en Ukraine, peut-être plus parce qu'ils ont toujours violé les résolutions qui leur permettaient d'agir. Et ensuite, les Américains prévoyaient d'aller même jusqu'à démanteler la Russie pour justement récupérer ce qu'ils veulent tous récupérer dans le Donbass, les minerais, et on sait que le territoire russe est encore plus riche que le territoire ukrainien. En effet, si un pays peut envahir impunément son voisin en Europe, alors personne ne peut plus être sûr de rien. Voilà. En effet, si les pays peuvent envahir leurs voisins autre part dans le monde, ça ne nous concerne pas, nous pouvons même soutenir Shadauta Kagame. Mais par contre, si ça se fait ici, là, en Europe, c'est un problème pour nous. Mais, chose à retenir, la Russie n'est pas en Europe et l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne. Et les territoires revendiqués
sont plus proches de la Russie que de l'Europe. Mais bon. C'est la loi du plus fort qui s'applique et la paix ne peut plus être garantie sur notre continent même. L'histoire nous l'a enseigné. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là et touche les pays d'Europe, nous touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. Voilà. Donc la Russie, en ayant reçu l'aide de la Corée et de l'Iran, a mondialisé ce conflit. L'Ukraine, en ayant reçu l'aide de tout l'OTAN, elle n'a pas internationaliser ou mondialiser ce conflit, n'est-ce pas? La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. Voilà. La Russie viole nos frontières pour commettre des attentats ou des je sais pas quoi ou des exécutions. Prigojine, il a été exécuté dans quelle région? La dernière fois, le responsable de je ne sais quel département militaire russe, il a été exécuté où ça? Ça a été fait comment ça? Je dis ça, je dis rien. La fille du conseiller de Poutine, elle a été quoi? Eux tous, quand ils ont vu ça, est-ce qu'ils ont dit que c'était mal? Est-ce qu'ils ont dit que c'était pas bien de faire ça? De faire des exécutions publiques, en plus des trucs spectaculaires avec des bombes. Est-ce qu'ils ont dit ça? Mais ils viennent vous parler de choses que vous n'êtes même pas au courant. C'est quand le dernier opposant politique de russe qui a été abattu en France? On a l'autre Fafaro là, qui parcourt les plateaux de LCI là, qui se dit soi-disant opposant de Poutine ou je sais pas quoi là. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais mort malgré tous les conneries qu'il dit à la télé. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait. Ah oui, la Russie tente de manipuler nos opinions avec les mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Mais quand on censure les réseaux sociaux, ça par contre là, on fait du bien. Quand on empêche les gens de s'exprimer sur les réseaux sociaux, là on fait du bien. Quand on prend des lois pour empêcher les gens de s'exprimer sur les réseaux sociaux, là on fait du bien. Quand on a fait ce qu'on a fait sur le Covid, ah, là par contre on n'a pas fait de la manipulation, non. Mais si les Russes financent, non même pas par la télé, mais par les réseaux sociaux, apportent leur soutien à un candidat en Roumanie ou dans n'importe quel pays, c'est un problème. Mais c'est que lui, il oublie. Les élections que lui il a gagnées n'ont pas été des élections manipulées, même si la presse française qui est acquis à sa cause n'a rien dit. Ne sont-ils pas des élections manipulées? Ce qu'on a fait à Fillon avec la complicité de la presse, c'était pas de la manipulation des élections? Ce qu'il a fait pendant le Covid, pendant les élections, c'était pas de la manipulation? Refuser alors qu'on est président d'un pays démocratique de participer aux élections, aux débats, de faire campagne, afin de laisser le maximum de champ à son opposant principal pour être la seule figure contre le président et à la fin d'être la seule figure à pouvoir s'opposer à cette à cette personne qu'on considère comme un danger pour la République. Et maintenant qu'il est devenu l'allié, pour vous dire à quel point c'était un mensonge, puisqu'il s'est posé en opposant principal des idées de Marine Le Pen. Et une fois Marine Le Pen battue, maintenant il s'est posé en complice de Marine Le Pen, puisqu'il dirige la France avec la complicité et la bénédiction sine qua non de Marine Le Pen. Sans l'association de son parti et de celle de Marine Le Pen, il ne peut pas diriger la France. Mais bon, tout ça, c'est pas de la manipulation. Mais quand les Russes payent, je sais pas moi, quelques milliers de dollars, comme a dit J.D. Vance, pour soutenir un candidat, ah là par contre, c'est de la manipulation pour des élections. Fait dans les airs,
en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. Et la Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. D'ici 2030, elle prévoit d'encore accroître son armée, d'avoir 300 000 soldats supplémentaires, 3 000 chars, 300 avions de chasse de plus. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? Ceux qui s'intéressent à ce conflit, ceux qui savent que la Russie en ce moment est en train de faire un sacrifice et que c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens vont manger leur chapeau, les Européens vont manger leur chapeau et que les États-Unis, eux, l'ont déjà compris. Ils cherchent à se mettre bien avec les Russes. L'effort qu'est en train de fournir la Russie maintenant, le sacrifice que demande la Russie de neutraliser l'Ukraine, ils ne peuvent pas le reproduire, ils ne peuvent pas le poursuivre. Voilà pourquoi la Russie non seulement est obligée d'obtenir une paix à ces conditions, mais également d'avoir une armée pour prévenir toute bêtise des Européens comme ils ont fait avec Minsk II, où ils sont partis faire un traité de soi-disant cessez-le-feu avec l'Ukraine, ou de bonnes relations entre l'Ukraine et la Russie, tout en sachant que par derrière, ils allaient armer l'Ukraine. Et comme ça a été dit, l'Ukraine a été armée sur les 10 dernières années pour pouvoir faire opposition, ou en tout cas pour pouvoir faire la guerre à la Russie. Et malgré ça, ils se sont fait démonter en 2 mois, ils étaient prêts à signer la paix, que là encore, les Européens avec les Américains ont venu dire ne signe pas, nous te garantissons que nous allons gagner. Quand vous prenez tous ces cumuls-là, vous savez que l'Ukraine a été utilisée par les Européens, par les Américains, qui les ont financés pendant 10 ans, que comme le général de l'ONU disait, le général de l'OTAN disait, si les Russes n'avaient pas l'arme nucléaire, nous serions déjà intervenus sur le sol ukrainien pour les bouter dehors, ils allaient exactement utiliser cette raison pour démanteler ou pour battre le reste de l'armée qui allait rester à la Russie en Ukraine pour provoquer un changement d'État et favoriser peut-être un coup d'État contre Vladimir Poutine. Tout ça, ça tombe sous le sens. Voilà pourquoi la Russie est obligée, même si elle gagne ce conflit militairement ou qu'elle négocie les conditions favorables par rapport à sa sécurité, est obligée d'être surarmée. Parce qu'elle a déjoué déjà la première attaque des Occidentaux contre elle. Donc, elle ne s'arme pas pour attaquer. Elle s'arme comme eux-mêmes les Occidentaux l'avaient dit. Qui veut la paix prépare la guerre. Eux, ils avaient préparé l'Ukraine et donc ils pensaient qu'ils allaient battre la Russie. Mais comme ils se sont fait taper et que maintenant la Russie a compris leurs intentions cachées, se prépare à ce que un jour ça reprenne, mais que quand ça va reprendre, elles sont en position de force, ça devient c'est elle la menace. Comme si vous regardez dans les détails, vous ne comprenez pas ça. Et c'est en cela que ces gens-là sont dangereux. La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Une menace pour la France et pour l'Europe. Je le dis encore. C'est su depuis au moins 5 ans que la Russie ne pouvait attaquer pour défendre ses frontières de l'OTAN comme elle a fait que jusqu'en 2022. Parce qu'au-delà de ça, sa démographie ne lui permettait plus de le faire. Eux, ils le savaient, tout le monde le savait. Un chercheur américain l'avait déjà démontré, l'avait déjà prévu. Il y a plusieurs choses qu'il a prévues qui ne se sont pas produites, qui s'est trompé, mais en tout cas sur ça, il avait bien vu. Et donc, l'attaque russe n'est pas venue de nulle part. Eux croyaient que les Russes ne seraient pas en état de résister comme ils sont faits, ou même en état de taper l'Ukraine comme ils l'ont fait. Mais, même avec leur armée qui était bancale à l'époque, ils ont réussi à mettre l'Ukraine à genoux. Et donc, la réelle menace, ce n'est pas la Russie. La réelle menace, comme le dit Trump, je vous le mettrai,
Et même, je peux vous le mettre ici. D'ailleurs, notre chef des armées désigne aux Français un ennemi qui ressemble furieusement au Covid-19, sauf qu'il a les traits de Poutine et s'appelle le Kovlad 22. Et oui, d'une guerre à l'autre, la similitude entre la crise russe et la crise... Voilà. Voilà. Je ne vois pas comment un pays dans la position de la Russie pourrait permettre à l'Ukraine, juste dans sa position, de rejoindre l'OTAN. Je ne vois pas comment cela pourrait se produire. Bien avant le président Poutine, la Russie était très ferme sur cela, et je crois que la raison pour laquelle la guerre a commencé, c'est que Biden est sorti et a dit qu'il pouvait rejoindre l'OTAN. Il n'aurait pas dû dire cela. Dès qu'il a dit cela, j'ai dit « Vous savez quoi ? Vous allez avoir une guerre maintenant. » Et j'avais raison. C'est une guerre qui n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Je pense que Biden est incompétent. Lorsqu'il a dit qu'il pourrait rejoindre l'OTAN, j'ai trouvé cela très stupide. Là, en l'occurrence, de quoi parle M. Macron? Voilà. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi difficile de croire cet homme. Mais, continuons. Je regrette très profondément, et je suis convaincu qu'à long terme, la paix se fera sur notre continent avec une Russie redevenue apaisée et pacifique. Mais la situation que je vous décris est celle-là, et nous devons faire avec. Alors, face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie. Il s'agit, sans plus tarder, de prendre des décisions pour l'Ukraine, pour la sécurité des Français, pour la sécurité des Européens. Donc, il s'agit... Enfin, déjà, la Russie est devenue une menace pour la France. On n'a pas vu où est-ce qu'ils ont menacé la France. C'est toujours la France qui a dit qu'ils veulent s'apprendre aux Russes. C'est toujours la France qui a dit qu'ils veulent remettre des combattants face aux Russes. Et comment il s'appelle le vice-président de la Douma, celui qui parle français, avait dit que si jamais on voit les Français sur les champs de bataille, on va tous les tuer. C'est toujours les Français qui les provoquent, mais c'est eux la menace. Et surtout maintenant, on vient vous sortir le baratin. On va prendre des mesures pour l'Ukraine, pour l'Europe, pour la France. Voilà. Pour l'Ukraine d'abord. Toutes les initiatives qui aident à la paix vont dans le bon sens et je veux ce soir les saluer. Nous devons continuer d'aider les Ukrainiens à résister jusqu'à ce qu'ils puissent négocier avec la Russie une paix solide pour eux-mêmes et pour nous tous. C'est pour cela que... Il a dit jusqu'à ce qu'ils puissent négocier avec la Russie pour eux-mêmes et pour nous tous. Mais pendant ce temps-là, le premier à vouloir imposer un plan de cessez-le-feu comme si les Ukrainiens n'ont pas de main, n'ont pas de bras, c'est pas lui qui, il y a 2 jours, excusez-moi, Le chemin qui mène à la paix ne peut pas passer par l'abandon de l'Ukraine. N'est-ce pas ce monsieur qui, il y a 2 jours, a dit qu'il prévoyait un plan de cessez-le-feu auquel les Anglais ont dit qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient et auquel maintenant la ministre de l'Italie vient de dire qu'elle ne mettra pas ses troupes en Ukraine? Mais bon. Ukraine, bien au contraire. La paix ne peut pas être conclue à n'importe quel prix et sous le diktat russe. La paix ne peut pas être la capitulation de l'Ukraine. Elle ne peut pas être son effondrement. Elle ne peut pas davantage se traduire par un cessez-le-feu qui serait trop fragile. Et pourquoi? Parce que là aussi, nous avons l'expérience du passé. Nous ne pouvons pas oublier que la Russie a commencé d'envahir l'Ukraine dès 2014 et que nous avons alors négocié un cessez-le-feu à Minsk. Et la même Russie n'a pas respecté ce cessez-le-feu. Et nous n'avons pas été capables de maintenir les équilibres, faute de garanties solides. Voilà. Donc, le monsieur, il est capable de venir devant la télé, devant les Français, et c'est pour cela que je vous dis, il ne s'adresse pas aux Français moyens. Ce qu'il fait là,
c'est pour s'adresser aux vieux, leur faire peur, leur montrer que la France est en danger, pour que ces vieux-là, additionnés à ces 20% de la population qui sont toujours avec lui, parce qu'il a une politique en faveur de ces gens-là, puissent faire croire à la France que c'est devenu un grand président apprécié, que son action est appréciée par les Français. Non, il raconte n'importe quoi. Et moi, ça me désole que de voir tout un président venir raconter n'importe quoi, quand on sait que c'est son mentor politique, ou en tout cas l'homme qui lui a donné sa chanson politique, qui l'a dit de sa propre bouche, qu'ils ont fait Minsk 2 pour duper les Russes. Et Angela Merkel, la Mutter, comme on l'appelle en Allemagne, l'a confessé elle aussi. Mais cette personne vient dire que non, c'est les Russes qui ont violé les accords de Minsk. Or, nous savons aussi que Zelensky a trahi la promesse de son élection, comme Macron par hasard a trahi la promesse de son élection qui était de faire la paix entre les populations russophones et ukrainiennes de l'Ukraine. Au contraire, il s'est retourné contre les russophones une fois élu. Aujourd'hui, on ne peut plus croire la Russie sur parole. Désolé, celle-ci c'était plus fort que moi. Il a dit aujourd'hui, on ne peut plus croire la Russie sur parole. Entre Poutine et Macron, qui a la parole la plus crédible sur la scène internationale? Je pose juste ça comme ça. Je pose ça là. À ces journalistes français qui disent soi-disant il a été super, maintenant les Français sont avec lui. Entre Poutine et Macron, qui est le plus crédible sur la scène internationale? L'Ukraine a droit à la paix et la sécurité pour elle-même. Et c'est notre intérêt, et c'est l'intérêt de la sécurité du continent européen. Regardez-moi les contradictions. L'Ukraine a droit à la paix et à la sécurité pour elle-même et pour nous, alors que l'Ukraine avait réussi à négocier cette paix et cette sécurité en avril 2024, et que c'est qui les gens qui ont dit en Ukraine non, c'est pas bien de faire la paix avec les Russes, vaut mieux les battre sur les champs de bataille. N'est-ce pas les Européens, ou en tout cas les Occidentaux, tout y compris anglais, français, américains et tout le tatoum? C'est en ce sens que nous travaillons avec nos amis britanniques, allemands et plusieurs autres pays européens. C'est pourquoi vous m'avez vu ces dernières semaines rassembler plusieurs d'entre eux à Paris, aller les retrouver il y a quelques jours à Londres pour consolider les engagements qui sont nécessaires à l'Ukraine. Une fois la paix signée, pour que l'Ukraine ne soit pas à nouveau envahie par la Russie, il nous faut le préparer. Cela passera à coup sûr par un soutien à l'armée ukrainienne dans la durée. Cela passera aussi peut-être par le déploiement de forces européennes. C'est incroyable. Même quand les autres lui ont dit « Attends, on veut pas de ton plan là. » Et l'Italie dit qu'on ne va pas envoyer des gens. La Russie dit qu'on ne parle pas aux Européens. Le mec, il est là, il parle tout seul. Le pire, c'est que les autres qui sont dans la même situation que Macron ne font pas ça. Mais Macron, qui est dans le pays européen, qui est dans le pire état, puisque même si les Allemands sont en difficulté économique à cause de leur industrie, ils sont quand même un peu mieux lotis que les Français. Les Français sont dans un trou abyssal au niveau économique. Et le mec, il vous parle comme si c'est incroyable. C'est juste catastrophique. Mais surtout, le pire, c'est qu'il vient vous parler de paix. Mais t'es pas convié. T'es pas à la table des négociations. Tu fais partie des gens qui ont ramené justement la situation là où elle est. Et qui continuent à ramener la situation là où elle est. À cause de tes bêtises là qu'on est en train de raconter là. Les États-Unis ont suspendu l'aide américaine. Et qu'est-ce que Zelensky a dit? Il t'a pas attendu. Et ton allocution pour aller déjà supplier Donald Trump de lever la suspension qu'il a fait sur l'aide militaire américaine. Non, mais c'est incroyable. Celle-ci n'irait pas se battre aujourd'hui. Elle n'irait pas se battre sur la ligne de front. Mais elle serait là, au contraire, une fois la paix signée, pour en garantir le plein respect. Voilà un mec
qui, franchement, tous les jours prouve son incompétence et je ne comprends jamais pourquoi dans les journaux français, on ne dit pas à quel point il est incompétent. L'une des causes principales de ce conflit est l'extension des frontières de l'Ukraine, l'extension des frontières de l'OTAN en Ukraine. Donc ça veut dire les Français, les Anglais, les Allemands et tout ça là. Et lui, qu'est-ce qu'il vous demande? Nous n'avons pas les moyens d'imposer la paix, mais on va demander la paix aux Russes, ou alors un cessez-le-feu aux Russes, et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des troupes qui appartiennent à des pays de l'OTAN, et on va les foutre en Ukraine. Si je ne le voyais pas de mes propres yeux, si je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui, je pourrais croire ou tomber dans la bêtise, dans la propagande que beaucoup de chaînes françaises font, en faisant passer ce monsieur pour le Mozart ou de je sais pas quoi. Il y a des choses qu'il dit, mais c'est tellement énorme comme bêtise qu'on ne peut pas croire que ça soit un président qui dit des choses comme ça. Et ce qui nous oblige à poser la question du pourquoi. Parce que sur le plan diplomatique et international, ce qu'il dit depuis le début, ce n'est qu'un ramassis de bêtises. Quasiment à chaque point qu'il a donné, je vous ai prouvé qu'il existe des événements, des faits qui prouvent le contraire. Dès la semaine prochaine, nous réunirons à Paris les chefs d'état-major des pays qui souhaitent prendre leurs responsabilités à cet égard. C'est ainsi un plan pour une paix solide, durable, vérifiable, que nous avons préparé avec les Ukrainiens et plusieurs autres partenaires européens et que j'ai été défendre aux États-Unis il y a 15 jours et à travers l'Europe. Et je veux croire que les États-Unis resteront à nos côtés. Bah oui, hein, parce que le dernier mot appartient à qui? Le dernier mot appartient aux États-Unis. Donc tout ce qu'ils racontent là, tout ce qu'ils ont fait là, on s'en fout de ça. Et je vous l'ai déjà montré ici sur ma chaîne. On s'en fout de ça. Les États-Unis eux-mêmes, ils sont en train de négocier un plan de paix qui ne s'attarde pas sur les sécurités, soi-disant que voudrait l'Ukraine, parce qu'on sait que la première sécurité de l'Ukraine est d'éviter déjà de rentrer dans l'OTAN. C'est qu'a garanti Donald Trump, que l'Ukraine peut oublier de rentrer dans l'OTAN. À cela, les Russes ne sont pas contre que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Donc lui, il va aller mettre des troupes pour quoi faire? On dit que la condition sine qua non pour la paix est la garantie que ce n'est pas les États-Unis ou les Occidentaux qui disent que l'Ukraine, comme Zelensky, il avait fait mettre dans la Constitution qu'il est interdit de négocier avec la Russie, que l'Ukraine mette dans sa Constitution, et même ça, ça ne garantit rien, que elle sera désormais un pays démilitarisé et qui ne rentrera jamais dans l'OTAN. Et de toute manière, c'est sur l'Ukraine que va peser le danger, puisque les territoires perdus ont été annexés à la Fédération de Russie par référendum. Donc l'Ukraine devra aussi oublier ces territoires pour qu'il y ait un semblant de paix. Et le problème, c'est que pour l'avenir, si jamais l'Ukraine veut bouger, ce tour-ci, il n'y aura pas à craindre de s'en prendre à des populations russophones, parce que les territoires à majorité russophone sont déjà passés du côté de la Russie. Donc ça veut dire que si jamais l'Ukraine devait encore tomber dans les bêtises des Occidentaux et vouloir s'opposer à la Russie, la prochaine fois, elle aura le même traitement que l'OTAN fait quand elle est opposée à un pays. Rasé. Mais il nous faut être prêts si tel n'était pas le cas. Que la paix en Ukraine soit acquise rapidement ou non, les États européens doivent, compte tenu de la menace russe que je viens de vous décrire, être capables de mieux se défendre et de dissuader toute nouvelle agression. Oui, quoi qu'il advienne, il nous faut nous équiper davantage, hausser notre position de défense, et cela pour la paix même, pour dissuader. Ouais, ils viennent de dire que la Russie se surarme. La Russie se surarme, c'est une menace.
Nous, on va s'armer, mais nous, on va s'armer pour la paix. Ah, c'est trop compliqué. C'est tellement bête. Aujourd'hui, quand je vois tous ces gens-là parler, il y a tellement plein de contradictions, plein de choses qui ne vont pas, mais qui sont ignorées par les leaders d'opinion que je ne comprends pas. Ils ont forcé la Russie à se surarmer pour se protéger. La Russie est une menace. Eux maintenant veulent se surarmer, mais eux, ça sera pour la paix. C'est comme pour leurs armes nucléaires. Eux, ils ont des armes nucléaires pour empêcher que toi, tu t'en prennes à eux. Ça, c'est normal. Toi, tu fais la même chose pour les empêcher, eux, de s'en prendre à toi. Toi, tu es une menace. À ce titre, nous restons attachés à l'OTAN et à notre partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Mais il nous faut faire plus, renforcer notre indépendance en matière de défense et de sécurité. L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou. Et oui, la menace revient à l'Est. Et l'innocence en quelque sorte... Ce n'est pas l'avenir de l'Europe, c'est l'avenir de l'Ukraine. Et surtout, c'est l'avenir de la Russie. C'est les Russes et les Ukrainiens qui meurent. C'est les Russes et les Ukrainiens qui se battent. Donc, je n'ai pas vu un Européen officiellement aller se battre en Ukraine et avoir été abattu. Et le principal fournisseur de la résistance ukrainienne par rapport aux Russes, c'est les Américains. Donc, si l'avenir de l'Ukraine se décide entre l'Amérique et la Russie, c'est parce que sans l'armement, l'argent des États-Unis, l'Ukraine ne pourra pas se battre. On le sait, puisque malgré les fanfaronnades de ce monsieur, concrètement, malgré le fait qu'ils aient dit soi-disant ils ont dépensé de l'argent pour l'Ukraine, regardez la vérité. Il y a quelqu'un qui l'a rappelé tout à l'heure sur France 24. Écoutez ce qui est dit ici. Là, en l'occurrence, de quoi parle M. Macron? De quelle capacité à se substituer à l'aide américaine? Il faut dire les choses, l'aide américaine, c'est 40%. Donc, des dépenses d'aide qui ont été attribuées à l'Ukraine. Quand bien même on voudrait s'y substituer, il faut m'expliquer dans quel calendrier, avec quels moyens, quelle ligne de production. Vous savez qu'en France, la seule usine de production d'obus de 155, elle est à l'arrêt aujourd'hui, alors qu'on imaginerait quand même qu'elle fonctionnerait à plein régime. Donc, on en est là aussi des réalités de la politique d'Emmanuel Macron. Et quant à l'idée de prendre son indépendance à l'égard des États-Unis, ce sont des choses plus faciles à faire, à dire qu'à faire, parce qu'en réalité, pour un certain nombre de nos partenaires, tout leur système dépend du bon vouloir des États-Unis. Vous savez, depuis que M. Trump est arrivé au pouvoir à Washington, il n'est plus du tout question de savoir s'il y a des missiles longue portée qui seraient fournis, parce que tout simplement, ceux qui sont en mesure de valider l'utilisation de ces missiles, ce sont les Américains, quand bien même ils seraient fournis par des puissances européennes ou des États européens qui voudraient apporter leur aide à l'Ukraine. Voilà. Ce Britannique vient... Vous venez d'attendre la vérité. La seule usine de production d'obus en France est à l'arrêt. Les missiles longue portée, on n'en entend plus parler parce que tu ne peux pas tirer des missiles longue portée sans l'autorisation des Américains. Et donc, à quel moment, comment ils vont pouvoir se substituer aux États-Unis dans l'aide à l'Ukraine? Là encore, quai de l'esbrouf. Quelque sorte des 30 dernières années depuis la chute du mur de Berlin est désormais révolue. À Bruxelles demain, lors du Conseil extraordinaire qui réunira les 27 chefs d'État et de gouvernement avec la Commission et le président du Conseil, nous franchirons des pas décisifs. Plusieurs décisions seront prises que la France proposait depuis plusieurs années. Les États membres pourront accroître leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leur déficit. Des financements communs massifs seront décidés pour acheter et produire sur le sol européen des munitions, des chars, des armes. Ah là, la bêtise. Il dit des choses que concrètement, il est inutile d'envisager pour soutenir l'Ukraine.
Tout ce qu'ils mettent en place prendra des années à se faire. Et donc, l'argent qu'ils vont mettre là, c'est l'argent qu'ils vont donner aux États-Unis parce que les Ukrainiens l'ont déjà dit, et je vous l'ai déjà publié plusieurs fois, l'armement qui leur permet de tenir contre les Russes, ce n'est pas l'armement européen, c'est l'armement américain. Et sans armement américain, et à attendre que les Européens commencent à produire, c'est qu'il y a encore plus une aberration, parce que à l'état des conflits où on sait que celui qui est en train de passer devant en termes de vente d'armes sera bientôt les Russes. Parce que les Russes ont montré que, malgré le fait que leur matériel soit rustique, ça semble être des plus efficaces et des plus économes sur les terrains. Que tous les jouets que les Occidentaux se vantaient de précision, de machin, de chirurgical, c'est de l'esbrouf. Il suffit de quelques manipulations pour que ça soit inutilisable. Et les Russes font mieux, plus efficace, plus efficient avec leurs moyens. Donc, eux, ils vont remettre des lignes de production, de machin. Déjà, je vous avais montré ici sur cette même chaîne que les obus fabriqués par les Européens fonctionnent mal sur le champ de guerre. Ça reste coincé dans les canons. Donc, qui va venir acheter tout ça? Ils vont produire pour vendre à qui? Ces industriels-là, s'ils font la bêtise de faire ce que Macron a dit, soit disons de réindustrialiser, de faire des lignes de production, de faire des usines, mais in fine, ça sera pour vendre à qui? Parce que nous le voyons déjà, les Européens sont capables de remplacer les Américains face aux Russes. Et les Américains eux-mêmes ont arrêté de fournir leurs armes parce que leurs armes se ridiculisent sur le terrain face aux Russes. Et ils veulent garder un peu de prestige un peu de prestige un peu de prestige pour leur secteur militaro-industriel. Donc les choses que dit ce monsieur, ce ne sont que de l'esbrouf. Concrètement, pour que ça soit mis en place, ça demande des conditions ultra difficiles. Parce que pendant qu'on essaye de mettre ça en place, il faut continuer à perfuser l'armée ukrainienne d'armes et de munitions. Et donc tu vas investir pour soi-disant commencer à produire des armes que personne ne voudra in fine. Et en même temps, tu vas devoir continuer à payer des trucs aux Américains. Ils marchent sur la tête, sans compter d'où viendra l'argent, quand on sait l'état dans lequel se trouve l'Europe. Ni l'Angleterre, ni la France, ni l'Allemagne est en bonne santé financière. Et ces gens-là ne sont pas la Fed. Ils ne peuvent pas imprimer de l'argent gratuitement comme la Fed fait avec le dollar. Donc si jamais ils commencent à vous dire « oui, on va sortir de l'argent de nulle part ou quoi que ce soit », sachez que c'est pour votre gueule. Les vieux qui votent pour lui, c'est pas leur problème, ils vont bientôt clamser. Mais par contre, pour vous les jeunes, c'est pour votre gueule. Des équipements parmi les plus innovants. J'ai demandé au gouvernement d'être mobilisé pour que, d'une part, cela renforce nos armées le plus rapidement possible, et d'autre part, que cela accélère la réindustrialisation dans toutes nos régions. Et je réunirai, avec les ministres compétents, les industriels du secteur dans les prochains jours. L'Europe de la défense, que nous défendons depuis 8 ans, devient donc une réalité. Voilà. Voilà ce que ce monsieur veut depuis le début. Il s'en fout de la France puisqu'il sait qu'il sera maintenant retenu comme l'un des présidents les plus médiocres de la France. Et ce, malgré tous les faux sondages qui sont en train de sortir en ce moment. Il veut aller vers leur agenda du World Forward Economic, de mettre en place, comme leur projet de gouvernement mondial a été tué dans l'œuf avec les États-Unis, ils veulent au moins mettre en place un gouvernement européen. Ça va commencer par cette soi-disant Europe de la défense. Mais s'il y a une Europe de la défense, il faut bien qu'il y ait aussi un chef pour diriger cette Europe de la défense. Voilà ce qu'il veut. Et donc, quand Zelensky a fait son incident diplomatique, je vous avais dit que j'ai vu moi-même de mes propres yeux comment les Européens ont transformé cet incident diplomatique en une union de soutien à l'Ukraine pour aller vers cela, demander encore plus
d'abandon de souveraineté à l'Union européenne et à un gouvernement de l'Union européenne qui décidera de faire ce qu'il veut avec votre argent, vos enfants, vos armées, sans vous consulter. Parce que la Commission européenne, quand elle prend des décisions, c'est sans consulter personne. Ils ne sont pas élus, vous ne les avez pas élus, ils ne vous ont rien promis, mais ils vous obligeront à aller à la guerre. Si ça, c'est pas plus dangereux que, soi-disant, la menace russe, je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendez pour vous réveiller? Et je peux vous remettre la séquence ici, pendant que je vais monter la vidéo. Comment il y a eu la bourde, comment Sheriff Cocorico est venu à parler, comment tous les autres Européens ont parlé. Ensuite, on a enchaîné avec le truc de Londres, jusqu'à ce que le couac arrive quand, le lundi matin, les Américains annoncent que Zelensky n'est peut-être plus indispensable. Rétropédalage des Anglais, Mélanie qui se désolidarise d'envoyer des troupes, mais celui-ci qui est dans un état politique national lamentable, puisque Mélanie, elle, même malgré les difficultés de l'Italie, elle a le soutien de sa population. Stammer vient d'arriver et donc elle, ça va. Scholz vient de sauter en Allemagne. Il n'y a que Macron qui est pris à mal par sa population, qui n'a plus aucune cote de popularité, qui a besoin d'instrumentaliser cette séquence diplomatique pour essayer de se faire passer pour un président qu'il n'est plus dans son pays. Cela veut dire des pays européens davantage prêts à se défendre et à se protéger, qui produisent ensemble les équipements dont ils ont besoin sur leur sol, qui sont prêts à davantage coopérer, à réduire leur dépendance à l'égard du reste du monde. Et c'est le monsieur qui a refusé d'augmenter le salaire moyen des Français qui vous dit que soi-disant maintenant, on va réindustrialiser la France pour leur payer quoi, des salaires de misère? C'est n'importe quoi. Et c'est une bonne chose. L'Allemagne, la Pologne, le Danemark, les États baltes et nombre de nos partenaires ont annoncé des efforts inédits en matière de dépenses militaires. Alors, dans ce temps de l'action qui s'ouvre enfin, la France a un statut particulier. Nous avons l'armée la plus efficace d'Europe. Et grâce au choix fait par nos aînés après la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes dotés de capacités de dissuasion nucléaire. Ceci nous protège beaucoup plus que nombre de nos voisins. Et de plus, nous n'avons pas attendu l'invasion de l'Ukraine pour faire le constat d'un monde inquiétant. Et à travers les 2 lois de programmation militaire que j'ai décidées et que les parlements successifs ont votées, nous aurons doublé le budget de nos armées en presque 10 ans. Mais compte tenu de l'évolution des menaces, de cette accélération que je viens de décrire, nous aurons à faire de nouveaux choix budgétaires et des investissements supplémentaires qui sont désormais devenus indispensables. Bah oui, tous les investissements indispensables que les Français ont réclamés dans l'hôpital, les services publics et tout ça, ça c'était pas indispensable. Mais aller dépenser pour une menace imaginaire, imaginée par toi-même, instrumentalisée par toi-même, là par contre c'est important. On a doublé le budget de l'armement alors que concrètement, il n'y a personne qui nous attaque. On va encore remettre plus concrètement, toujours personne ne nous attaque. Mais pendant ce temps-là, vous les Français, soignez-vous mal, mangez mal, dormez mal. Et c'est pas grave. Tant que moi, je continue avec ma politique pro-business, on n'augmente pas le salaire moyen, tout va bien. Et évidemment, qui ne sont pas concernés par ça, les retraités, à qui on essaye de maintenir la retraite pour qu'ils continuent de voter Macron, et la bourgeoisie qui, elle, n'a pas besoin de se prendre la tête puisqu'ils font partie des classes politiques qui sont les plus favorisées depuis la prise de pouvoir par Macron. Mais vous, le reste, vous allez trimer et vous n'aurez pas à vous plaindre. Sinon, rappelez-vous comment j'ai maté les gilets jaunes. J'ai demandé au gouvernement d'y travailler le plus vite possible. Ce seront de nouveaux investissements qui exigent de mobiliser des financements privés, mais aussi des financements publics, sans que les impôts ne soient augmentés. Bien évidemment. Pour cela, il faudra des réformes, des choix, du courage. Pourquoi il faut réformer la France?
si tu vas t'adresser au privé. C'est ça. Il n'y aura pas d'impôt levé, mais on va faire des réformes. Donc, ça veut dire qu'on va aller encore, comme pour sa politique pro-business. Hein. Pour sa politique pro-business, il a fait à l'envers aux petits entrepreneurs et aux petites sociétés, comme ce n'est pas permis. Il leur a fait croire qu'on leur a supprimé les taxes d'habitation et je ne sais pas quelles autres taxes du travail là. Il a supprimé ça, alors que ceux que ces taxes-là finançaient, il ne les a pas compensés. Et tout cet argent-là est sorti de la poche des municipalités pour aller directement vers ses potes, la grande bourgeoisie. Parce que, certes, les petits entrepreneurs ont vu leurs taxes baisser et tout ça, mais concrètement, dans les poches, ils ne l'ont pas récupéré. Parce que les grandes entreprises qui donnent du travail à ces petits entrepreneurs, sachant qu'on leur a augmenté leur marge, sont venus grignoter cette marge. Si, en t'enlevant tous les taxes qu'on t'a enlevés, tu commençais peut-être à gagner 5% de plus, quand tu vas passer tes nouveaux contrats avec les grandes sociétés, eh ben, eux aussi, ils vont réduire ce qu'ils te payent. Comme ça, toi, tu te retrouves avec 1 et ils prennent 4. Ou toi, tu te retrouves avec 2 et ils prennent 5 sur ce que Macron t'avait donné. Et pendant ce temps-là, les collectivités locales, eux, n'ont plus d'argent. Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète, souveraine, française de bout en bout. Elle a, depuis 1964, de manière explicite, toujours joué un rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en Europe. Mais répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République, chef des armées. Maîtriser notre destin, devenir plus indépendant, nous devons y œuvrer au plan militaire, mais aussi... Il a dit quelque chose là que je n'ai pas compris. Il a ouvert le débat avec qui, comment, sous quelle forme, référendum ou pas. Et après, vous venez en vous disant, quoi qu'il arrive, la décision reste celui du président de la République. La décision de quoi? D'étendre l'utilisation du nucléaire français à toute l'Europe ou la décision de quand utiliser le nucléaire français? Parce que si on l'étend à toute l'Europe, ça veut dire qu'il faudra réunir les gens pour décider si on peut l'utiliser, quand on peut l'utiliser, comment on va l'utiliser. Donc, si cette possibilité-là n'est pas étendue à toute l'Europe et que ça reste le domaine privilégié du président français, en quoi c'est une extension? Et là, il vous a mis une entourloupe. J'ai même pas senti les gens lui retorquer, mais en fait, qu'est-ce que tu as dit concrètement? Au plan économique. Oui, l'indépendance économique, technologique, industrielle et financière sont des nécessités. Nous devons aussi nous préparer à ce que les États-Unis décident de tarifs douaniers sur les marchandises européennes, comme ils viennent de le confirmer à l'encontre du Canada et du Mexique. Cette décision incompréhensible, tant pour l'économie américaine que pour la nôtre, aura des conséquences sur certaines de nos filières. Elle accroît la difficulté du moment, mais elle ne restera pas sans réponse de notre part. Alors, tout en préparant la riposte, on est impatient de voir la réponse qu'ils vont donner aux États-Unis par rapport à ça. Avec nos collègues européens, nous continuerons, comme je l'ai fait voilà 15 jours, à tout tenter pour convaincre que cette décision nous ferait du mal à tous. Et j'espère, oui, convaincre et en dissuader le président des États-Unis d'Amérique. Ah, ces paroles ne vous semblent pas familières? Dans son TikTok, n'avait-il pas dit qu'il allait déjà aller convaincre et dissuader Donald Trump par rapport à sa conduite avec Poutine, avec la Russie? On a vu les résultats à l'ONU et les sanctions contre ses préférés, Kabarebe, ou même maintenant contre l'Ukraine, on a vu. Au total, le moment exige des décisions sans précédent depuis bien des décennies.
Sur notre agriculture, notre recherche, notre industrie, sur toutes nos politiques publiques, nous ne pouvons pas avoir les mêmes débats que naguère. Ben oui, les débats qui naguère, où tout le monde se rendrait compte que j'étais incompétent s'il n'est plus la peine de les avoir. Maintenant, tout le monde doit être d'accord qu'on doit se souder les coudes. On doit oublier que je suis nul, mais on doit travailler pour la France. C'est pourquoi j'ai demandé au Premier ministre et à son gouvernement, et j'invite toutes les forces politiques, économiques et syndicales du pays à leur côté, à faire des propositions à l'aune de ce nouveau contexte. Les solutions de demain ne pourront être les habitudes d'hier. Mes chers compatriotes, si les solutions de demain ne peuvent être basées sur les habitudes d'hier, la première personne qui a sauté, ça doit être toi. Et je ne comprends pas comment est-ce que tous ces politiciens, en tout cas toute cette bourgeoisie française, est en train d'acclamer ce monsieur, alors que le principal problème de la France depuis 7 ans, c'est lui. Et il dit qu'on ne peut plus se baser sur ce qui s'est passé, alors que tout ce qui s'est passé depuis 7 ans, c'est lui. Donc, si on doit passer vers le renouveau, la révolution, je ne sais pas comment appeler ça, eh bien, le premier à sauter, ça devrait être lui. Il n'a qu'à démissionner, à laisser quelqu'un avec une meilleure vision pour le futur de la France prendre le relais ou qu'on fasse des élections pour qu'on trouve cette personne. Compatriotes, face à ces défis et ces changements irréversibles, il ne faut céder à aucun excès. Et en plus, écoutez les mots qu'il utilise. Face à ces défis et ces changements irréversibles. Or, la situation de l'Ukraine est irréversible si l'Ukraine accepte juste d'être démilitarisée et de ne pas rentrer dans l'OTAN, ce qu'on lui avait toujours demandé, c'est qu'elle avait toujours respecté, jusqu'à ce qu'elle-même décide, par l'idiotie des Américains et des Européens, de soi-disant vouloir faire venir l'OTAN en Ukraine. Donc, en quoi c'est irréversible? Qu'on sache, Donald Trump ne restera pas président ad vitam aeternam. Il y aura forcément un autre président qui viendra là. Surtout que nous savons que la politique américaine est gender fluid. Donc, tout nouveau président américain qui arrive peut totalement abroger ce qui a été fait par son prédécesseur. Et donc, ici, on vous utilise des mots valises comme ça pour vous décrire quelque chose qui n'est même pas la réalité de ce qui est possible, de ce qui va se passer. Ni l'excès des va-t-en-guerre, ni l'excès des défaitistes. La France ne suivra... Il a dit ni l'excès des va-t-en-guerre. Ah, ce type, il a du kilo. Il a dit ni l'excès des va-t-en-guerre. Vraiment. Après tous les débuts de son discours là, c'est lui qui vient dire ni l'excès des va-t-en-guerre. Qu'un cap, celui de la volonté pour la paix et la liberté, fidèle en cela à son histoire et à ses principes. Eh bien, il faut s'inquiéter alors, si la France va être fidèle à son histoire et à ses principes. Oui, c'est ce en quoi nous croyons pour notre sécurité, mais c'est ce en quoi nous croyons aussi pour défendre la démocratie. Une certaine... Quelle démocratie? Quelle démocratie défends-tu? La démocratie par représentation où toi et ton groupe avez bafoué toute la pratique démocratique institutionnelle de ce pays? Doit-on rappeler ce que ce monsieur a fait? Il a appelé à faire barrage contre le RN et quand il y a eu le gagnant, il a dit que le gagnant n'avait pas gagné et qu'il veut un ministre qui va continuer à gouverner sa politique. Ce n'est pas le parti ou le groupe qui a gagné qui devait faire sa politique, mais non. Il a décidé de nommer le gouvernement qui allait continuer sa politique. Et c'est lui qui dit qu'il veut défendre la démocratie. Et personne ne critique cette personne ou ne reprend les bêtises que dit ce monsieur comme je le fais. Une certaine idée de la vérité, une certaine idée d'une recherche... C'est vraiment ça, pas la vérité, une certaine idée de la vérité. C'est vraiment ça. Libre, du respect dans nos sociétés, une certaine idée de la liberté d'expression qui n'est pas le retour des discours de haine, au fond une certaine idée de l'humanisme. Ah bon, donc la promotion de discours contrôlés, approuvés par avance, est mieux que la promotion de la liberté d'écouter tous les discours et de choisir.
Les gens ne doivent pas s'imaginer que la haine n'existe pas. Les gens doivent être au courant que la haine existe, la haine elle est là pour pouvoir choisir l'inverse. En voulant faire semblant que ces choses-là n'existent pas, justement vous ne permettez pas aux gens de pouvoir, un, en prendre conscience et deux, de choisir de lutter contre. Donc vous privez les gens de leur liberté en appelant ça la liberté d'expression. C'est incroyable. C'est cela ce que nous portons et qui se joue. Notre Europe possède la force économique, la puissance et les talents pour être à la hauteur de cette époque. Bon, là je pense que le monsieur il se gourre très 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 fort. Parce que si l'Europe, hein, bon, on va pas dire, on va pas, si l'Europe possédait ça, ça se saurait. Toutes les choses que nous avons vues se développer aux États-Unis les 20 dernières années, on en aurait au moins eu un en Europe. On n'a rien eu. Le pays des ingénieurs en Europe, c'est en Allemagne. La Russie, à elle toute seule, produit déjà plus d'ingénieurs que n'importe quel pays d'Europe. Et même plus que les Américains. Donc, l'avenir de tout ce que lui pense possible se joue plus en Asie, en Russie, aux États-Unis qu'en Europe. C'est désolant, mais c'est ainsi. Et que nous nous comparions aux États-Unis d'Amérique et a fortiori à la Russie, nous en avons les moyens. Non, tu n'en as plus les moyens. Non, tu n'en as plus les moyens. J'adore la France. C'est mon pays de cœur. Mais il faut dire la vérité. Et tant qu'on ne dira pas la vérité aux gens, on ne pourra pas fièrement résoudre les problèmes que nous rencontrons en France. Nous devons donc agir en étant unis en Européens et déterminés à nous protéger. Voilà. Le monsieur, il est venu faire une allocution en France, alors que tous les autres dirigeants européens n'ont pas parlé, pour dire que nous devons agir, non pas en français, non pas améliorer la vie des Français, mais nous devons agir en européen. C'est pourquoi la patrie a besoin de vous, de votre engagement. Les décisions politiques... C'est l'Europe qui a besoin de nous, ou c'est la France qui a besoin de nous? En plus, il utilise le mot patrie, comme si lui, il a déjà incarné le patriarche de la nation. Ah, Seigneur. Le mec, il est sans enfant. Il est dans un mariage bizarre. Il a torturé, frappé, méprisé, fait n'importe quoi aux Français, mais il a le culot de vous dire que la patrie a besoin de vous. C'est incroyable. Les équipements militaires, les budgets sont une chose, mais ils ne remplaceront jamais la force d'âme d'une nation. Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. C'est normal, tu fais partie des problèmes. Les hommes forts ont fait le temps de paix, les temps de paix ont fait des hommes faibles, et maintenant des hommes faibles font des temps durs. Voilà. Ce n'est pas que ce qu'ont fait nos ancêtres n'était pas bien, c'est que des hommes faibles comme toi, et tous les gens qui t'entourent et tous ceux qui sont comme toi, vous n'avez pas su entretenir, chérir ce qu'on vous a offert. Et maintenant, vous venez vous plaindre que les temps deviennent troubles. Il ne tient qu'à nous que nos enfants récoltent demain les dividendes de nos engagements. Ben non, ça sera compliqué. Parce que les temps troubles engendreront les hommes forts qui engendreront des temps de paix. Donc, comme nous sommes en train de rentrer dans des temps troubles, il est probable que vous, des hommes comme vous qui ont contribué à la création de cet état-là, n'êtes pas les bonnes personnes pour créer des temps, pour créer des hommes forts qui en créeront des temps de paix. A fortiori, surtout vous, Monsieur le Président, parce que vous n'avez même pas d'enfants à qui vous devez apprendre à devenir fort
par rapport au temps trouble qu'il vit. Alors nous ferons face, ensemble. Vive la République, vive la France. Ça, je suis d'accord. Vive la France. Peace out, les gars.